Ainsi au millionnaire entre en panique sans traducteur avant une réunion décisive, jusqu'à ce que la pauvre femme de ménage fasse quelque chose de choquant. Julien Delacour ouvrit les yeux bien avant que le soleil ne se lève complètement sur Paris. De sa chambre au dernier étage d'un immeuble haussmannien, il pouvait apercevoir la silhouette tranquille de la tour Eiffel, baignée d'une lumière orangée annonçant un jour sans nuages. Mais dans son esprit, le ciel était tout sauf clair. Ce matin-là, il ne s'agissait pas d'une journée ordinaire, ni d'un simple rendez-vous d'affaires. Non, c'était le jour où tout allait se jouer. Âgé de 39 ans, Julien Delacour n'était pas un inconnu dans les milieux économiques de la capitale. Fondateur et PDG de Delacour Tech, une entreprise spécialisée dans les solutions d'intelligence artificielle pour les grandes entreprises, il avait connu une ascension fulgurante. Depuis presque 10 ans, il figurait dans les classements des jeunes dirigeants les plus prometteurs de France. Pourtant, malgré le prestige et les apparences, sa société vacillait sur un fil dangereux depuis plusieurs mois. Le marché avait évolué plus vite que prévu. Les investisseurs s'étaient montrés frileux et certaines décisions internes avaient creusé un déficit inquiétant. Cette réunion, prévue pour 9 heures précises, représentait une chance inespérée. Convaincre des investisseurs étrangers, allemands, américains et espagnols, d'injecter des capitaux massifs pour relancer Delacour Tech et lui permettre d'attaquer le marché international. Julien, en peignoir de soie, parcourait lentement le salon spacieux de son appartement, téléphone à la main consultant pour la 10e fois l'ordre du jour et les profils des partenaires qui allèrent se connecter par visioconférence. Tout semblait prêt. L'équipe technique avait testé la connexion, la présentation était peaufinée depuis une semaine, les chiffres révisés à la virgule près. Il avait même fait venir son tailleur personnel la veille pour s'assurer qu'aucun pli ne viendrait trahir son stress. Tout était sous contrôle. Du moins, il le croyait. Dans la cuisine, Claire Moreau, sa gouvernante depuis 5 ans, préparait comme chaque matin son café serré sans sucre, accompagné de 2 toasts grillés au centimètre près. Elle connaissait ses habitudes mieux que quiconque et les exécutait sans un mot. Toujours discrète, toujours efficace. Julien, absorbé par ses pensées, ne lui adressa même pas un regard lorsqu'elle entra doucement dans le bureau pour y déposer la tasse sur le coin de la table. L'odeur du café se mêlait à celle du parquet ciré, une routine rassurante dans un matin tendu. Il jeta un œil à sa montre. Il était 7h30. Dans 1h30, il jouerait le tout pour le tout. Son traducteur officiel, Antoine Lemoine, devait arriver dans moins d'une demi-heure pour finaliser les derniers détails de son intervention. Polyglotte aguerri, Antoine avait déjà accompagné Julien dans des négociations internationales, traduisant simultanément entre le français, l'anglais, l'allemand et l'espagnol, avec un professionnalisme irréprochable. Julien savait qu'il pouvait compter sur lui et cette certitude faisait baisser son niveau d'adrénaline. Il s'apprêtait à s'asseoir devant son ordinateur quand son téléphone vibra. Un appel de son assistante personnelle, Élodie. « Julien, il faut que tu restes calme, » dit-elle d'une voix étrangement tendue. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-il immédiatement, le ton sec. « C'est Antoine. Il a eu un accident ce matin en venant ici. Rien de grave, mais il est à l'hôpital. Il ne pourra pas assurer la traduction. » Julien sentit son cœur rater un battement. Le silence qui suivit fut coupé net par le cliquetis discret de Claire, qui rangeait un livre dans la bibliothèque. Il se retourna brusquement, jetant un regard nerveux autour de lui. « Et un remplaçant ? Tu en as trouvé un ?» demanda-t-il avec une impatience à peine contenue. « J'ai contacté toutes les agences de traduction disponibles. C'est mission impossible à cette heure. Soit ils sont pris, soit ils exigent un préavis plus long pour une réunion aussi stratégique. Il nous reste moins de 90 minutes. » Julien jura entre ses dents. Il se passa la main dans les cheveux, puis marcha rapidement vers la fenêtre, comme si l'air de la ville pouvait lui apporter une solution. Il tenta de penser à d'autres contacts, d'autres solutions. Mais le réseau qu'il avait bâti, aussi large soit-il, semblait subitement inutile dans ce moment de crise. La peur monta. Ce n'était pas une simple contrariété. Si les investisseurs perdaient confiance dès le début à cause de problèmes logistiques, la réunion serait un échec avant même d'avoir commencé. Et sans cet argent, Delacour Tech n'aurait plus que quelques mois devant elle. Julien retourna dans le salon, posa son téléphone sur la table et s'effondra dans le fauteuil de cuir. Il ferma les yeux un instant. L'homme qui avait toujours eu une réponse pour tout, une stratégie, une sortie de secours, se retrouvait subitement nu face à l'inconnu.
Pendant ce temps, Claire continua de nettoyer une étagère, sans bruit, les gestes précis, le regard baissé. Rien dans son comportement ne trahissait qu'elle avait entendu chaque mot de cette conversation. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Et pourtant, la journée ne faisait que commencer. Julien restait figé dans son fauteuil, les yeux perdus dans le vide, son esprit tournant à une vitesse folle. Tout semblait s'effondrer d'un seul coup, comme un échafaudage qu'on aurait retiré trop tôt. Antoine, l'un de ses piliers les plus fiables, venait de disparaître du tableau à l'instant le plus crucial. La voix d'Élodie résonnait encore dans sa tête, mais plus aucun mot ne semblait avoir de poids. Il se leva brusquement, attrapa son téléphone et se mit à composer frénétiquement des numéros dans son répertoire. D'abord celui d'un interprète qu'il avait rencontré lors d'un congrès à Genève, puis celui d'un contact à Madrid, et enfin un freelance de Berlin dont il avait oublié le prénom. À chaque appel, la même réponse: occupé, indisponible ou simplement injoignable. Le temps qui d'ordinaire travaillait pour lui devenait maintenant un ennemi implacable. Il était 7h50 et aucune solution ne se profilait. Les minutes coulaient comme du sable entre les doigts et chaque seconde écoulée rapprochait Julien de ce qu'il redoutait le plus: perdre le contrôle. Il interpella Élodie par appel vidéo. « Où est l'assistant » demanda-t-il sèchement. « Il est en route, mais avec le trafic. »« Qu'il se dépêche » cria Julien, coupant la communication. Dans un geste de frustration, il balança son stylo sur le bureau, le bruit sec résonnant dans toute la pièce. Claire, toujours dans un coin de la pièce, leva à peine les yeux. Elle connaissait ce genre de tension, elle avait vu Julien passer par des moments difficiles, mais jamais comme celui-ci. Le calme dans ses gestes tranchait avec l'agitation de son employeur. Elle continuait de dépoussiérer un cadre photo représentant Julien en compagnie de plusieurs ingénieurs de son entreprise, tous souriants, détendus, à une époque où le futur semblait encore sous contrôle. Julien se mit à arpenter la pièce. Il s'arrêta devant la baie vitrée, regardant les rues parisiennes s'animer au loin. Les klaxons, les passants, les lumières des boutiques qui s'allumaient, le monde continuait de tourner, comme si son propre univers n'était pas sur le point de s'effondrer. Le contraste était insupportable. Il revint vers le bureau et activa l'écran principal, où apparaissaient déjà les premiers éléments techniques de la visioconférence à venir. Nom des participants, fuseaux horaires synchronisés, documents partagés. Tout était prêt, sauf l'essentiel. Comment allait-il s'adresser à ses investisseurs sans une communication fluide? Il parlait anglais, certes, mais son accent français marqué et son manque de spontanéité dans les échanges commerciaux rendaient l'exercice périlleux. Quant à l'espagnol ou à l'allemand, il n'en maîtrisait que quelques formules de politesse apprises dans des dîners mondains. C'était loin d'être suffisant. À 8h10, son jeune assistant, Thomas, débarqua enfin, essoufflé, le visage rouge. « Monsieur Delacour, j'ai trouvé quelqu'un » s'écria-t-il en brandissant son téléphone. Julien s'approcha aussitôt. « Qui? Où? Il peut être là dans combien de temps ?» Thomas déverrouilla son écran, ouvrit un message. « C'est un traducteur recommandé par une agence en ligne. Il est basé à Lyon mais peut faire la traduction à distance. Il est disponible... » Julien l'interrompit d'un geste de la main. « À distance? Je veux quelqu'un ici, dans la pièce. Je ne veux pas de délai audio, pas d'interférence technique. » Thomas hésita. « Il peut être là demain matin. C'est le plus tôt possible selon l'agence. » Le silence qui suivit fut glacial. Julien le fixa comme s'il venait de lui annoncer la fin du monde. Il se détourna brusquement, se frotta les tempes, puis frappa la table du plat de la main. « Demain matin? Tu veux que je reporte la réunion la plus importante de ma carrière parce que tu n'as pas été fichu de vérifier la disponibilité immédiate ?» Thomas balbutia quelques mots inaudibles, la tête basse. Il n'osa pas relever les yeux. La tension dans la pièce était désormais presque palpable, comme un orage prêt à éclater. Julien respirait fort, tentant de contenir une colère qui débordait déjà. Le jeune assistant recula d'un pas, visiblement au bord des larmes. Claire, toujours à l'arrière-plan, continuait de ranger quelques documents, comme si elle ne voyait rien. Mais en réalité, elle entendait tout. Chaque mot, chaque intonation, chaque soupir. Et à travers ce chaos, une certitude naissait lentement en elle. Il était peut-être temps de faire ce qu'elle n'avait jamais osé. Elle regarda Julien qui désormais était penché sur la table, le visage dans les mains, comme un général perdant une bataille décisive. Elle savait que la seule chose qui lui manquait, à cet instant,
était de comprendre que la solution n'était peut-être pas là où il la cherchait. Mais elle ne dit encore rien. Pas encore. À 8h20, Julien prit une dernière tentative désespérée. Il appela l'ambassade d'Espagne, puis celle d'Allemagne, pour tenter de localiser un interprète d'urgence via leur service consulaire. Aucun résultat concret. Soit on lui proposait un service à distance, soit on lui répondait poliment qu'un préavis était requis. Il était maintenant acculé. Il alla se servir un verre d'eau, les mains tremblantes. La sueur perlait sur son front, chose rare chez lui. Même lors des conférences devant des milliers de personnes, même lors d'une levée de fonds record il y a 3 ans, il n'avait jamais été aussi instable. Cette fois, ce n'était pas l'enjeu qui le paralysait, mais l'imprévu. Il ne savait pas improviser. Tout dans sa vie avait toujours été planifié, calculé, optimisé. Or, l'improvisation n'obéit à aucune logique. 8h30. Il ne restait plus que 30 minutes. Les premiers participants s'étaient déjà connectés à la salle d'attente virtuelle. Julien les voyait apparaître un à un sur l'écran latéral. Maria González, depuis Barcelone, Walter Klein, à Munich, Richard O'Donnell, en direct de New York. Les plus grands noms, les plus gros fonds. Et lui, sans traducteur. Il se redressa, défit sa cravate, puis regarda de nouveau autour de lui, comme si la pièce allait soudain lui offrir une issue. Claire referma doucement un tiroir. Julien la vit, enfin. Elle qui avait été là depuis le début de la matinée, comme une ombre discrète dans son décor trop luxueux. Son regard se fixa sur elle 1 seconde de plus que d'habitude. Pas assez pour comprendre, mais assez pour sentir que quelque chose, peut-être, venait de changer dans l'équilibre de cette journée. Mais ce que Claire s'apprêtait à dire, il ne l'aurait jamais imaginé. Le calme apparent de Claire Moreau contrastait avec le tumulte nerveux de Julien Delacour, qui arpentait la pièce comme un fauve en cage. Depuis plus d'1 heure, elle observait la scène en silence, tout en poursuivant, avec une précision presque mécanique, les tâches qu'elle accomplissait chaque matin depuis 5 ans. Poussière sur les étagères, vaisselle du petit déjeuner, rangement des journaux et des documents épars. Rien ne semblait la perturber. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose avait commencé à bouger. Elle connaissait le déroulé d'une crise mieux que personne. Elle avait vu Julien se battre contre les marchés, les concurrents, les journalistes. Mais cette fois, c'était différent. Il n'y avait pas de public, pas d'équipe pour amortir la chute. Il était seul et il perdait pied. Assise sur le petit tabouret du coin lecture, elle replia un plaid soigneusement, lissant le tissu comme pour y canaliser la tension qui montait dans la pièce. Les cris de Julien, les va-et-vient frénétiques de Thomas, les appels restés sans réponse, tout formait une cacophonie qui aurait pu déconcentrer n'importe qui. Mais Claire, elle, restait égale à elle-même. Depuis l'âge de 17 ans, elle avait appris à se fondre dans les décors des autres, à effacer ses états d'âme pour mieux s'adapter aux besoins des familles qu'elle servait. Et dans cet exercice, elle excellait. Elle connaissait chaque recoin de l'appartement, chaque objet déplacé, chaque variation dans le ton de voix de Julien. Elle savait, sans même regarder, quand il allait perdre patience ou quand il feindrait le calme. C'était un don né de l'observation, un instinct cultivé dans l'ombre. Et ce matin-là, elle comprit qu'un seuil avait été franchi. Julien n'était plus ce dirigeant sûr de lui qui décidait de tout avec la froideur d'un algorithme. Il était un homme pris au piège par sa propre dépendance au contrôle. Et s'il ne se décidait pas très vite, tout allait s'écrouler. Elle s'autorisa alors un regard plus direct, le premier de la matinée. Julien était accoudé au rebord de la fenêtre, les mâchoires crispées, le regard perdu vers la rue. Son reflet sur la vitre révélait une silhouette tendue, presque affaissée, que Claire n'avait encore jamais vue. Elle détourna les yeux aussitôt, par respect, mais aussi par pudeur, car dans ce reflet, elle avait vu quelque chose qui l'avait troublée, de la peur. À 8h45, alors que Thomas tentait une dernière fois de joindre un interprète basé à Londres, Julien se laissa tomber sur le fauteuil du bureau, en silence. Le téléphone toujours à la main, il ferma les yeux et se massa les tempes. Claire déposa alors un carnet sur l'étagère, fit demi-tour lentement, s'avança de quelques pas. Et dans un français clair, calme, sans théâtralité, elle dit simplement « Monsieur Delacour, si vous avez besoin de quelqu'un qui parle anglais, espagnol ou allemand, je peux aider. » Le silence qui suivit fut total. Même Thomas, qui parlait à voix haute au téléphone, s'interrompit en entendant la phrase. Julien tourna la tête, lentement, comme s'il avait mal entendu.
Ses yeux se fixèrent sur Claire avec une incompréhension presque naïve. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» demanda-t-il, les sourcils froncés. Claire ne bougea pas. Elle ne répéta pas. Elle savait que ces mots avaient été parfaitement audibles. Elle soutint son regard, droite, digne, les mains jointes devant elle. Julien se leva, fit un pas vers elle. « Vous parlez anglais ?» demanda-t-il, comme s'il s'adressait à un fantôme. « Couramment », répondit-elle, « ainsi que l'espagnol et l'allemand. » Il éclata d'un rire bref, nerveux, sans joie. « Depuis quand? Comment? Vous êtes femme de ménage, Claire. Depuis 5 ans. Et vous? Vous parlez 4 langues? Depuis toujours, dit-elle simplement. Julien ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il était visiblement désorienté. Il regarda Thomas, comme pour confirmer qu'il n'était pas le seul à entendre ces propos invraisemblables. Le jeune assistant restait immobile, bouche entr'ouverte, ne sachant comment réagir. Claire, elle, restait calme. Pas une trace d'émotion dans sa voix. Pas de fierté, pas de défi. Seulement cette neutralité respectueuse qu'elle avait toujours affichée. « Vous vous moquez de moi ?» finit par dire Julien. « C'est une blague? Une improvisation désespérée ?»« Non, monsieur. Je ne plaisante jamais sur ce que je sais faire. J'ai enseigné les langues pendant 10 ans avant de travailler ici. » Julien se laissa retomber dans son fauteuil. Il passa une main sur son visage, essayant de relier les fils d'une réalité qu'il n'avait jamais soupçonnée. Claire, l'ombre silencieuse de son quotidien, la femme qui préparait son linge, nettoyait ses vitres, répondait toujours « Oui, monsieur » et « Non, monsieur », était en fait une polyglotte expérimentée, peut-être même plus compétente que bien des traducteurs qu'il avait employés. Le monde venait de basculer. Et ce n'était pas la Réunion ni les investisseurs, c'était ce détail, cette faille dans son jugement, cette réalité invisible sous ses yeux depuis des années. Il se sentit soudain honteux. Pas d'avoir ignoré ses compétences. Il n'avait jamais pensé à lui poser la question, mais d'avoir présumé de sa vie, de son histoire, comme si elle n'avait pas d'autre rôle que de faire partie du décor. Claire recula d'un pas, prête à reprendre sa place, si l'idée qu'elle venait de proposer était perçue comme déplacée. Mais Julien ne dit rien. Il se contenta de la regarder longuement, comme s'il essayait de déchiffrer un texte en langue étrangère qu'il aurait toujours cru incompréhensible. 8h48. Le compte à rebours était devenu implacable. Chaque tic-tac semblait frapper le crâne de Julien comme un rappel cruel de son incapacité à résoudre le problème le plus vital de sa carrière. L'écran affichait déjà les premières connexions à la visioconférence, les noms clignotaient, les caméras s'activaient, les micros étaient testés. L'ingénieur espagnol vérifiait les documents de la présentation, l'analyste allemand partageait un tableau comparatif en ligne, et de New York, la directrice du fonds d'investissement américain avait envoyé un message confirmant sa présence imminente. Tout était prêt. Tout, sauf la voix qui devait traduire. Julien fixait Claire sans dire un mot. Son esprit essayait de recoller les morceaux de ce qu'il croyait connaître, de ce qu'il croyait contrôler. Son silence était lourd, non pas de doute, mais d'une sorte de vertige. Thomas, debout près de la porte, observait tour à tour son patron et Claire, visiblement incapable d'intervenir. Julien finit par se lever et se rapprocha lentement du jeune assistant. Sa voix, cette fois, était plus basse, plus contenue, mais la tension restait perceptible dans chaque syllabe. « Dis-moi, Thomas, quand tu m'as dit que tu avais trouvé un remplaçant, tu étais sérieux ?» Thomas hocha la tête avec précaution. « Oui, monsieur, j'ai contacté une agence en ligne. Ils ont confirmé un traducteur certifié. J'ai validé sa fiche. Il est spécialisé dans le domaine technologique. »« Bien. Et où est-il » demanda Julien, les yeux rivés sur lui. Thomas blêmit. « J'ai mal lu la confirmation. Il sera disponible demain matin, pas aujourd'hui. Je n'avais pas vu la date exacte. C'était écrit en petit, sur la ligne inférieure. » Julien resta immobile quelques secondes. Il n'éleva pas la voix. Il ne fit pas de geste brusque. Mais quelque chose dans son regard fit trembler Thomas. « Tu as validé un traducteur pour demain ?» répéta-t-il, lentement, comme pour s'assurer qu'il avait bien compris. « Je suis désolé, monsieur. Je voulais juste anticiper, je croyais... » « Anticiper ? Pour demain ? Alors que tout se joue aujourd'hui. » Thomas baissa la tête, incapable de soutenir le regard de Julien. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Même les bruits de la rue semblaient s'être arrêtés. Julien se détourna, retourna vers son bureau et fixa l'écran.
Il ne restait plus que 12 minutes avant le début de la réunion. Il apercevait déjà les premiers visages apparaître à l'écran. Un consultant new-yorkais vérifiait sa connexion. L'analyste allemande feuilletait les premières diapositives partagées. Le monde entier se synchronisait pour cette réunion. Et lui n'était pas prêt. Il s'assit, le dos raide, les mains jointes, et fixa le vide. Ses pensées s'entrechoquaient dans un désordre qu'il ne parvenait pas à structurer. Il avait tout planifié, tout verrouillé. Mais ce qu'il n'avait jamais prévu, c'était de devoir faire confiance à quelqu'un hors de son cercle, encore moins à Claire. Il la regarda de nouveau. Elle était restée droite, dans la même posture, les mains croisées devant elle, le regard calme. Elle n'avait rien ajouté à sa proposition. Elle ne cherchait pas à le convaincre. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Maintenant, elle attendait. Julien se leva une nouvelle fois, s'approcha d'elle et la détailla longuement, comme s'il la voyait pour la première fois. « Vous avez enseigné, vous avez dit ?»« Où ?»« À Toulouse. J'ai travaillé dans un lycée pendant plusieurs années, puis dans un centre de langue. J'enseignais l'anglais et l'allemand. L'espagnol, je l'ai appris en vivant 2 ans à Valence. « Et pourquoi avoir quitté tout ça ?» demanda-t-il, la voix à peine audible. Claire hésita un instant, mais répondit sans détour. « Ma mère est tombée malade. J'ai dû rentrer en urgence et l'accompagner pendant ses traitements. Quand elle est décédée, j'ai cherché un emploi qui me permettait de rester à Paris, dans un cadre stable, sans responsabilité trop lourde. J'ai postulé ici et vous m'avez engagé. » Julien hocha la tête lentement. Il ne savait pas quoi dire. Il avait cru tout savoir de Claire. Sa ponctualité, sa discrétion, son efficacité. Mais il n'avait jamais cherché à savoir qui elle était vraiment. À ses yeux, elle n'était qu'une présence silencieuse et pratique. Et maintenant, il réalisait l'ampleur de sa propre ignorance. Il retourna à son fauteuil, fit glisser les doigts sur la surface du bureau, comme pour canaliser son agitation. Le logo de la visioconférence s'agrandissait à l'écran. Il restait 8 minutes. Claire fit un pas en avant. « Je ne prétends pas être interprète professionnel, monsieur, mais je peux traduire. Je comprends le vocabulaire technique, j'ai déjà travaillé sur des manuels spécialisés. Je peux vous aider à maintenir la fluidité de l'échange, à transmettre vos idées avec précision. » Julien l'écoutait, mais ses pensées le ramenaient sans cesse à cette peur viscérale de l'échec. Il savait que la moindre erreur de communication pouvait faire perdre des millions. Pourtant, il n'avait pas d'autre option. Pas en 8 minutes. Il regarda Thomas, puis Claire, puis de nouveau l'écran. Les derniers participants entraient dans la salle virtuelle. Il ouvrit le tiroir de son bureau, sortit une oreillette de conférence, puis la tendit à Claire sans un mot. Elle la prit calmement, l'inséra à son oreille et fit un pas vers lui. « Si vous me faites confiance, monsieur, je ferai de mon mieux. » Julien hocha la tête, sans conviction. Mais c'était décidé. Il n'avait plus le choix. L'homme qui contrôlait tout venait de confier son avenir à la seule personne qu'il n'avait jamais vraiment regardée. L'horloge indiquait 8h54, plus que 6 minutes. Et pour la première fois, Julien n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. 8h57. Le silence dans le bureau était total, mais ce n'était pas un silence apaisant. C'était une tension suspendue, un vide qui attendait d'être rempli par un mot, un geste, une respiration trop forte. Julien se tenait droit devant son écran, les yeux fixés sur l'interface de la visioconférence qui affichait les dernières connexions. Les noms s'alignaient. Walter Klein, Maria Gonzalez, Richard O'Donnell. 3 géants de la finance et de la technologie. 3 regards qui, dans moins de 3 minutes, scruteraient chaque mot, chaque hésitation, chaque détail. Claire, debout à 1 mètre de lui, tenait l'oreillette contre son oreille, réglant le volume avec précaution. Elle portait toujours sa tenue simple du matin. Un chemisier beige à manches longues, un pantalon noir sans prétention, mais il y avait dans sa posture une assurance nouvelle. Pas une arrogance, pas une provocation, seulement cette présence calme et solide de quelqu'un qui sait ce qu'il vaut, même si personne ne l'a jamais reconnu. Julien la regardait du coin de l'œil, encore incapable de croire qu'il s'apprêtait à la faire entrer dans la réunion la plus décisive de sa carrière. Ce n'était pas seulement un saut dans l'inconnu, c'était une remise en question de tout ce qu'il pensait maîtriser, les compétences, les statuts, la hiérarchie. Il voulait encore douter, chercher un plan B, prier presque pour qu'un miracle technologique résolve tout à la dernière seconde. Mais il n'y avait plus de temps, et il le savait. Il inspira profondément,
fit glisser la souris jusqu'au bouton « Démarrer la réunion » et cliqua. L'écran bascula aussitôt en mode conférence. Les visages des 3 investisseurs apparurent en pleine résolution, souriants, prêts. Des salutations formelles s'échangèrent, d'abord en anglais. Julien tenta de répondre lui-même, mais au bout de quelques phrases, son accent et son hésitation commencèrent à ralentir l'échange. Claire, sans attendre un signal, s'avança d'un pas, leva légèrement la main et prit la parole dans un anglais limpide, sans le moindre accent français. « Good morning, everyone. Mr. Delacour is very pleased to welcome you. He apologizes for the technical inconvenience earlier, and I will be assisting him throughout the meeting to ensure perfect communication in English, Spanish and German. » Le visage de Richard O'Donnell se figea un instant, surpris par la voix féminine. Walter Klein pencha légèrement la tête, intrigué. Maria Gonzalez haussa les sourcils avec un demi-sourire. Julien, lui, ne disait rien. Il observait. Il découvrait. Claire enchaîna aussitôt avec une reformulation fluide de l'introduction de Julien, traduisant non seulement les mots, mais le ton, les intentions, l'assurance qu'il aurait dû projeter. Et à mesure qu'elle parlait, un changement subtil s'opérait dans l'atmosphère virtuelle de la réunion. Les visages se détendaient, les regards se fixaient sur elle avec intérêt. Il ne s'agissait plus d'une simple traduction. Il s'agissait d'une médiation intelligente, précise, vivante. Lorsque Walter Klein prit la parole à son tour, cette fois en allemand, Claire lui répondit avec une fluidité parfaite, sans même avoir besoin de prendre des notes. Julien, qui ne comprenait que quelques mots isolés, sentit une chaleur étrange lui monter au visage. Ce n'était pas de la honte, c'était une forme d'humilité brutale, nouvelle pour lui. En quelques secondes, Claire avait conquis une attention que lui-même, malgré des années d'expérience, peinait parfois à obtenir. Le dialogue continua, maintenant entièrement sous son contrôle. Elle alternait entre les langues avec une aisance déconcertante, parfois dans une même phrase. Chaque fois qu'un terme technique surgissait, elle l'adaptait avec précision, donnant aux interlocuteurs le sentiment d'une maîtrise profonde du sujet. Julien, pourtant assis juste à côté, n'était plus au centre de la pièce. C'était elle, désormais, que tous écoutaient. Mais ce qui frappa Julien plus que tout, ce fut le regard des investisseurs. Ce n'était pas seulement de l'étonnement ou de l'admiration, c'était du respect. Et ce respect, il n'avait jamais vu quelqu'un l'obtenir aussi vite, sans costume, sans titre, sans présentation PowerPoint. Juste par la compétence nue, exposée comme une vérité irréfutable. Pendant un bref moment, il se demanda combien de fois Claire avait caché ce talent dans le silence. Combien de fois elle avait réprimé l'envie d'intervenir lorsqu'il répétait avec assurance des phrases mal prononcées en anglais. Combien de fois elle avait nettoyé cette même salle en entendant des discussions qu'elle comprenait mieux que ceux qui les menaient. Il avait été aveugle, non par malveillance mais par habitude. Une habitude sociale, hiérarchique, profondément ancrée. Il avait regardé sans voir. La réunion se poursuivit. À chaque transition, Claire assurait une fluidité irréprochable. Elle reformulait les phrases les plus complexes avec une élégance qui n'avait rien d'académique, mais tout d'instinctif. Julien n'avait plus besoin de la corriger, de la guider, ou même de l'introduire. Elle s'était imposée, sans violence, sans effraction, simplement en existant pleinement. À un moment, Maria Gonzalez lui posa directement une question, en espagnol, sans passer par Julien. Claire répondit immédiatement, avant même que Julien ne réagisse. Et ce fut à ce moment-là que quelque chose de décisif se produisit. L'axe de la réunion glissa. Claire n'était plus seulement l'interprète, elle devenait une interlocutrice. Une courroie de transmission, certes, mais aussi une traductrice de culture, de ton, de stratégie. Julien comprit alors que la dynamique venait de changer. Il avait confié à une femme de ménage le rôle d'interprète, et celle-ci était en train de lui sauver non seulement la réunion, mais peut-être l'avenir même de sa société. 8h57 avait été l'instant de rupture. 9h23 était celui de la révélation. Claire n'était pas une employée secondaire. Elle n'était pas une figure silencieuse en arrière-plan. Elle était, ce matin-là, la seule personne capable de maintenir le navire à flot. Et elle le faisait avec une précision redoutable, sans une goutte de sueur, sans une once de revendication. Juste en parlant, juste en traduisant, juste en étant. À 9h33, cela faisait maintenant plus de 30 minutes que Claire guidait la réunion
avec une aisance déconcertante. Les investisseurs échangeaient avec elle presque naturellement, comme s'ils avaient oublié que leur interlocuteur principal était Julien Delacour. Ce dernier, resté à sa place, intervenait de temps à autre pour préciser une information, valider une décision, mais la dynamique générale avait basculé. Pourtant, malgré l'évidence de la performance de Claire, quelque chose résistait en lui. Il n'arrivait pas à accepter pleinement ce qu'il voyait, pas encore. Ce n'était pas de la jalousie, ni de la rancune, c'était un orgueil ancien, viscéral, qu'il ne savait même pas nommer. Un réflexe de classe peut-être, ou simplement le fruit d'années passées à bâtir une image où chaque chose avait sa place. Claire, dans son monde, n'était jamais censée sortir de l'ombre. Elle appartenait à la sphère des invisibles, ceux qu'on ne remarque que lorsqu'ils oublient quelque chose. Et pourtant, elle était là, au centre, plus compétente que tous les profils qu'il avait auditionnés pour occuper des postes clés dans son entreprise. Julien tentait de se convaincre que cette solution n'était que temporaire, une réponse d'urgence. Il lui suffisait de se répéter que ce matin n'était qu'une exception, une parenthèse imprévisible dans une réalité bien structurée. Mais plus la réunion avançait, plus cette justification perdait de sa force. Les regards dirigés vers Claire n'étaient pas ceux qu'on adresse à une intérimaire ou à une remplaçante improvisée. C'étaient les regards de partenaires qui reconnaissent la compétence, qui évaluent une possible collaboration de long terme. Lorsque Richard O'Donnell s'adressa de nouveau à elle, cette fois avec une question pointue sur l'évolution des marchés européens en matière d'intelligence artificielle, Julien se redressa légèrement, prêt à intervenir, mais Claire répondit avant même qu'il n'ouvre la bouche. Et sa réponse fut non seulement exacte, mais également pertinente, intégrant des données actualisées que Julien avait lui-même révisées la veille. Il sentit alors une frustration lui serrer la gorge. Il n'aurait jamais cru vivre cela, être effacé, non pas par un concurrent, mais par une femme qu'il n'avait jamais considérée autrement que comme la gouvernante. La tension qu'il ressentait n'était pas tournée contre elle, mais contre lui-même. Il comprenait que ce qui le gênait, c'était d'avoir échoué à la reconnaître. Pas seulement ses compétences linguistiques, toute son identité, son intelligence, sa maîtrise, son esprit stratégique. Il avait cru la voir pendant 5 ans, et en réalité, il n'avait jamais rien vu. Il avait entendu son « bonjour, monsieur », il avait goûté ses cafés, il avait noté son efficacité, mais il n'avait jamais perçu l'étendue de ce qu'elle était. Et ce constat le brûlait. Lors d'une courte pause dans la réunion, où les investisseurs devaient se déconnecter pour quelques minutes avant la suite des présentations, Julien se leva brusquement et se dirigea vers la cuisine. Il avait besoin de distance, de silence. Claire, de son côté, resta dans le bureau, retirant l'oreillette pour masser légèrement son oreille. Elle ne montrait aucun signe de tension, pas même de fierté, juste cette tranquillité de ceux qui n'ont plus rien à prouver. Dans la cuisine, Julien se versa un verre d'eau glacée. Il sentait son pouls battre jusque dans ses tempes. Il ferma les yeux un instant, essayant de recentrer ses idées. Il pensait à son père, à cette éducation rigide, où les rôles étaient assignés dès l'enfance. Il pensait à ses anciens mentors, à tous ceux qui lui avaient appris à ne jamais baisser la garde, à toujours dominer une salle, à s'imposer par la compétence et la posture. Et maintenant, voilà qu'il était réduit au rôle d'observateur, pendant que la pièce appartenait à une femme venue d'un autre monde que le sien. Il retourna dans le bureau à 9h50 et constata que Claire avait réorganisé rapidement les documents sur la table, alignant les papiers dans un ordre plus lisible. Il s'approcha d'elle, la regarda un instant, puis demanda « Vous avez toujours su faire ça? Toutes ces langues, cette maîtrise du discours? Vous avez vraiment été enseignante ?» Claire releva les yeux vers lui, droite, sans agressivité. « Oui, monsieur. J'ai enseigné pendant 10 ans. J'adorais mon métier. Mais la vie m'a forcé à faire des choix. Et ce poste ici m'a offert une stabilité que je ne trouvais plus ailleurs. » Julien croisa les bras. « Et pourquoi ne rien avoir dit plus tôt? Parce qu'on ne me l'a jamais demandé. » Cette réponse, simple, tomba comme un coup de massue. Il réalisa alors l'ampleur de son aveuglement. Il n'avait jamais posé la question, parce qu'il n'avait jamais imaginé que cela ait une quelconque importance. Pour lui, Claire était une employée discrète, efficace, mais figée dans sa fonction. Il ne s'était jamais intéressé à son parcours, et c'était peut-être là sa plus grande erreur. Il baissa les yeux puis soupira. « Je ne vous ai jamais regardé vraiment, Claire. Je suis désolé. » Elle acquiesça doucement.
mais ne répondit pas. Il n'y avait rien à ajouter. Julien reprit place devant l'écran. Les participants se reconnectaient. Le visage de Richard O'Donnell réapparut, suivi de Maria Gonzalez et de Walter Klein. Tous saluèrent Claire avec un sourire plus large qu'auparavant. Et Julien, cette fois, au lieu d'intervenir immédiatement, laissa Claire reprendre la parole. Non pas parce qu'il n'en avait plus la force, mais parce qu'il avait compris, enfin, que ce jour ne serait pas sauvé par sa seule volonté. Il avait fallu l'intervention d'une femme qu'il avait ignorée pendant des années pour lui montrer que parfois, les plus grandes compétences ne se trouvent pas là où on les attend. Mais il n'était pas encore prêt à l'accepter entièrement. Pas aujourd'hui. Il restait ce blocage, cette dernière réticence, ce besoin de reprendre la main. Il lui faudrait plus qu'une heure de réunion pour désapprendre une vie entière de certitude. Mais une brèche s'était ouverte. Et dans cette brèche, la voix de Claire s'imposait, claire, ferme, indiscutable. 9h58. L'écran de la visioconférence montrait désormais les visages concentrés des investisseurs, prêts à entamer la deuxième moitié de la réunion. Le document principal, un plan de relance stratégique étalé sur une trentaine de diapositives, venait d'être partagé. Les marges de manœuvre financières, les objectifs de croissance, les prévisions de rendement et les analyses concurrentielles allaient être passés au crible. Il n'y avait plus d'espace pour l'improvisation. Ce moment précis, Julien l'avait préparé pendant des semaines. Il connaissait chaque chiffre par cœur, chaque terme technique, chaque graphique. Mais son problème n'était pas le contenu, c'était la forme. Il devait maintenant présenter ce plan avec la même fluidité qu'un natif dans au moins 3 langues étrangères. Et il n'en était pas capable. Assis à son bureau, il sentait la pression dans sa nuque, une tension qui se répandait jusqu'aux épaules. Il regarda Claire, toujours debout, l'oreillette bien en place, les mains jointes devant elle. Elle attendait une instruction, un mot, un signal. Mais Julien ne bougeait pas. Il restait figé, partagé entre deux forces contraires. Son instinct de survie qui lui criait d'accepter son aide et son ego qui refusait encore de céder la scène à quelqu'un d'extérieur à son monde. La voix de Maria Gonzalez interrompit ce dilemme intérieur. En espagnol, elle annonça vouloir commencer la section sur la projection des parts de marché en Amérique latine. Julien comprit à peine la moitié de la phrase, mais devina son contenu à partir du document affiché. Il hésita une seconde de trop. Walter Klein ajouta une remarque en allemand que Julien ne comprit pas du tout. Puis ce fut Richard O'Donnell qui relança la discussion en anglais avec une question complexe sur les stratégies de mutualisation des ressources en Europe de l'Est. Julien sentit son cœur s'accélérer. Tout se passait comme prévu, mais il était incapable de suivre le rythme. Le moment de bascule était là. Il devait agir. Sans dire un mot, il saisit l'oreillette de secours posée sur le bureau et la tendit à Claire. Ce fut un geste rapide, presque mécanique, mais chargé de tout ce qu'il n'avait pas osé dire. Claire la prit immédiatement, la plaça sur son oreille gauche, ajusta le micro et se redressa. Son visage était calme, concentré. Elle ne demanda rien. Elle savait ce qu'elle avait à faire. Julien, d'une voix basse et rapide, lui dit simplement « Commencez par résumer la stratégie pour l'Amérique latine. Ensuite, passez à la mutualisation pour O'Donnell. » Claire hocha la tête et s'avança d'un pas, plaçant sa main gauche sur le coin du bureau, s'appuyant légèrement pour se rapprocher du micro. Puis, sans la moindre hésitation, elle prit la parole. En espagnol d'abord, elle répondit à Maria Gonzalez en reprenant les chiffres du plan de relance, en expliquant les étapes prévues d'implantation dans 5 pays, les partenariats locaux envisagés et la logique derrière le choix des marchés prioritaires. Elle n'inventait rien, mais sa manière d'ordonner les informations, de les rendre accessibles et pertinentes, captait immédiatement l'attention. Puis elle enchaîna en allemand, reformulant la remarque de Walter Klein avec justesse, puis y répondant en détail. Elle ajouta même une donnée supplémentaire que Julien n'avait pas prévu de mettre en avant, mais qui s'avéra décisive. Une étude comparative des coûts de production entre la France, la Pologne et la République tchèque. Walter opina lentement, visiblement impressionné par la précision de l'argumentaire. Enfin, elle se tourna vers l'écran, adressant la réponse à Richard O'Donnell en anglais. Sa voix toujours aussi posée articulait chaque mot avec clarté, évitant les formules creuses. Elle détailla le plan de mutualisation des ressources humaines et technologiques dans les filiales de l'Est, soulignant les gains d'efficacité et les bénéfices à long terme.
Elle ajouta une parenthèse sur la possibilité d'intégrer l'intelligence artificielle dans les processus logistiques, un point qui n'avait pas été encore abordé, mais qui fit hocher la tête du financier américain avec un sourire satisfait. Pendant qu'elle parlait, Julien n'intervenait plus. Il se contentait de regarder, et il voyait. Il voyait que Claire n'était pas simplement en train de traduire. Elle portait la réunion. Elle transformait ses idées en discours convaincants. Elle comblait chaque silence, gommait chaque hésitation, renforçait chaque argument. Ce n'était plus une aide d'urgence, c'était un changement de rôle. À plusieurs reprises, les investisseurs lui adressèrent directement des questions. Pas à Julien, à elle. Ils voulaient son avis, sa lecture, son interprétation. Et Claire ne reculait jamais. Elle répondait avec précision, sans jamais prendre la place du PDG, mais en incarnant parfaitement celle de sa représentante. Elle comprenait la logique de l'entreprise, son langage, sa stratégie, et elle la défendait mieux que personne. Julien ressentit un mélange de soulagement et de vertige. Le soulagement de voir la réunion avancer, même au-delà de ses espérances, et le vertige de comprendre que ce succès ne lui appartenait pas entièrement. Il était en train de vivre ce que très peu de dirigeants osent admettre, être dépassé, mais dans le bon sens, dépassé par la compétence d'une personne qu'il avait ignorée. Il savait qu'après cette réunion, rien ne pourrait redevenir comme avant. À 10h20, Claire annonça la fin du point principal et proposa un tour de table pour les remarques finales. Chaque investisseur prit la parole à son tour, remerciant pour la clarté des échanges, exprimant son enthousiasme pour les prochaines étapes et surtout saluant explicitement la qualité de la médiation linguistique et stratégique. Maria González conclut en disant « Ce fut probablement l'une des présentations les plus limpides et structurées que nous ayons vues cette année. Bravo à votre équipe, monsieur Delacour, et particulièrement à votre traductrice qui a su rendre le tout accessible, intelligent et dynamique. » Julien acquiesça en silence. Il remercia d'un simple « thank you », la gorge encore serrée par tout ce qu'il venait de vivre. La réunion s'acheva à 10h32. Les écrans s'éteignirent. 1-1. Le silence revint dans le bureau. Julien regarda Claire, toujours debout, toujours droite, l'oreillette à la main. Elle la posa doucement sur la table, puis dit « Voilà, monsieur, c'est terminé. » Julien se leva lentement, passa une main sur son visage, puis la fixa longuement. « Vous venez de faire plus en 1 heure que beaucoup de mes cadres en 1 année. » Claire ne répondit pas. Elle ne sourit pas. Elle attendait, comme toujours, de savoir si c'était tout. Mais ce jour-là, ce n'était pas tout. Rien ne serait plus jamais comme avant. 10h33. Le calme revenu dans le bureau était à peine supportable. Julien restait debout, face à l'écran désormais noir, comme s'il espérait que quelque chose s'y affiche encore. Un prolongement, un mot de plus. Claire, à quelques pas de lui, n'avait toujours pas bougé. L'oreillette reposait sur la table, témoin silencieux d'un moment qui venait de redéfinir des années de certitude. Julien avait toujours cru que les réunions se gagnaient par les chiffres, la stratégie, l'autorité. Mais ce matin, il venait d'assister à une démonstration qui n'entrait dans aucun manuel de gestion. Ce n'était ni un triomphe personnel, ni une humiliation. C'était une cassure discrète mais irréversible. Quelques instants plus tôt, la salle virtuelle de visioconférence avait été le théâtre d'une transformation lente mais irrésistible. Ce qui avait commencé comme une situation de crise, un PDG sans traducteur, à la merci d'un rendez-vous stratégique, s'était peu à peu mué en une démonstration de compétences inattendues. Et cette compétence, elle n'était pas venue d'un consultant en costume ou d'un expert recommandé par un cabinet. Elle venait de Claire, une femme sans diplôme affichée sur les murs, sans carte de visite, sans aucun attribut du monde des affaires, mais avec une maîtrise qui ne laissait place à aucun doute. Lorsque Julien avait lancé la réunion, il s'attendait à devoir guider Claire, à intervenir souvent, à recadrer peut-être. Mais très vite, il avait dû reconnaître l'évidence. Elle n'avait pas besoin de lui pour tenir la barre. Dès les premiers échanges, elle avait su capter l'attention des interlocuteurs, non pas par une autorité imposée, mais par une assurance naturelle. Elle ne surjouait rien. Elle n'exhibait aucune fierté. Elle se contentait d'accomplir avec une rigueur tranquille ce qu'on n'avait pas su voir en elle pendant 5 longues années. Les investisseurs, d'abord surpris, s'étaient adaptés à ce changement d'interlocuteur avec une facilité déconcertante. Peut-être parce qu'ils étaient habitués à parler à des gens compétents, peu importe leur position. Peut-être parce que le monde des affaires
malgré ses rigidités, reste sensible à l'efficacité brute. En tout cas, une chose était certaine, les regards s'étaient tournés vers Claire, et il n'avait plus quitté son visage. Julien s'était effacé, pas volontairement, mais par nécessité. Chaque fois qu'il essayait d'intervenir, il réalisait qu'il risquait de briser le rythme parfait que Claire imposait par sa voix, ses mots, son sens de l'enchaînement. Elle ne traduisait pas seulement des phrases. Elle transmettait des intentions, elle anticipait des objections, elle adaptait les arguments à chaque culture. Devant les Américains, elle usait d'un ton direct, pragmatique. Avec les Espagnols, elle modulait l'enthousiasme, la chaleur du discours. Face aux Allemands, elle optait pour une rigueur analytique, une précision dans les termes. Ce que Julien découvrait, c'était un talent que même ses recruteurs professionnels n'avaient jamais su lui proposer. Et pourtant, ce talent avait été là, chaque jour, à quelques mètres de son bureau, dans l'ombre des routines domestiques. Il se souvint alors de tous les moments où Claire l'avait servi sans un mot, où elle avait nettoyé le bureau alors qu'il dictait des mails en anglais, parfois avec hésitation. De toutes les fois où elle avait préparé le café, en entendant des conférences téléphoniques qu'il croyait inintelligibles pour elle. Et lui, dans son monde fermé, n'avait jamais pensé qu'elle pouvait comprendre, encore moins qu'elle aurait pu corriger ses fautes. Ce matin, c'était comme si une vitre venait d'éclater entre deux mondes que tout opposait. Celui de ceux qui parlent, décident, commandent, et celui de ceux qui exécutent, nettoient, se taisent. Et ce qui frappait Julien le plus, c'était que Claire n'avait jamais rien réclamé. Pas une reconnaissance, pas une promotion, pas même une conversation. Elle avait accepté ce rôle invisible, peut-être par nécessité, peut-être par résignation. Et c'était précisément ce contraste entre la puissance de ses compétences et la modestie de sa posture qui le bouleversait. Il comprenait, avec retard, qu'il ne s'agissait pas simplement d'une bonne action ou d'un secours de dernière minute. Ce qu'elle avait fait ce matin, c'était un acte de loyauté, de générosité presque silencieuse. Elle avait accepté de porter l'entreprise sur ses épaules, même si elle n'en possédait aucun titre. Et maintenant que la réunion était terminée, il ne savait pas quoi dire. Son monde mental, structuré par des années de réussite, venait de prendre un coup qu'aucun concurrent n'avait jamais su lui porter. Il s'assit lentement, passa les mains sur son visage, puis regarda Claire. Elle, immobile, attendait. Elle n'exigeait rien. Elle n'attendait pas d'éloge. Elle avait simplement fait ce qu'elle savait faire, quand on lui en avait donné la chance. Julien s'éclaircit la voix. « Vous avez été remarquable, Claire. Je ne trouve pas d'autres mots. Remarquable. » Elle inclina légèrement la tête. « Merci, monsieur. » Il reprit hésitant. « Je ne sais pas pourquoi vous avez accepté. Je ne vous ai jamais demandé ce que vous saviez faire. Je ne vous ai jamais écouté. Et pourtant, ce matin, vous m'avez sauvé. Vous avez sauvé l'entreprise. Vous avez sauvé. » Tout, Claire le regarda un moment avant de répondre. « Je l'ai fait parce que j'ai entendu votre voix trembler, monsieur, et parce que je savais que je pouvais faire la différence. » Julien sentit sa gorge se serrer. Il voulait ajouter quelque chose, mais les mots ne venaient pas. Pas encore. Il avait besoin de temps pour assimiler, pour comprendre, pour faire face à cette réalité qu'il avait toujours refusé de voir. Claire n'était pas une exception. Elle était la preuve vivante que les talents ne portent pas toujours de cravate, que les compétences ne s'affichent pas sur les murs, que les gens les plus brillants peuvent aussi être ceux qu'on remarque le moins. Et surtout, elle était la démonstration que l'intelligence humaine, quand elle n'est pas écoutée, ne disparaît pas. Elle attend, elle observe, elle apprend en silence. Et parfois, dans un matin de panique, elle surgit pour rappeler au monde qu'il faut regarder plus loin que ce qu'on croit voir. À 10h45, alors que l'ambiance semblait avoir atteint une stabilité presque confortable, la réunion prit un nouveau tournant. La première phase de présentation étant terminée, les investisseurs commencèrent à entrer dans une zone plus délicate. Les questions spécifiques, les objections techniques, les demandes de précision pointues. C'était là que les présentations bien préparées cédaient leur place à l'improvisation stratégique. Et c'est précisément à ce moment que Claire révéla une facette encore plus impressionnante de ses compétences. Richard O'Donnell fut le premier à ouvrir le bal. Son visage affichait un sérieux nouveau, celui d'un homme qui s'apprête à tester les fondations d'un projet. Il demanda en anglais une explication approfondie sur la compatibilité des systèmes d'intelligence artificielle
développé par Delacour Tech avec les infrastructures logicielles déjà en place dans les grandes multinationales. Une question complexe, exigeant des connaissances techniques précises, notamment en matière d'API, de protocoles de communication, de formats d'échange de données. Julien jeta un bref coup d'œil à Claire, mais n'eut même pas besoin de lui donner le feu vert. Elle prit la parole avec assurance, commençant par reformuler la question de manière plus claire, pour s'assurer qu'elle avait bien compris toutes les implications. Puis, dans un anglais technique et parfaitement adapté au contexte, elle expliqua comment les ingénieurs de Delacour Tech avaient conçu des modules adaptatifs compatibles avec plusieurs standards internationaux, notamment ceux utilisés par les groupes américains. Elle évoqua les protocoles REST, les structures JSON, la modularité des plateformes, la possibilité d'interfaçage avec des solutions tierces. Richard, en l'écoutant, opina lentement. Il comprenait qu'il n'avait pas affaire à une traductrice ordinaire. Elle parlait comme une professionnelle du secteur. Walter Klein, manifestement stimulé par ce niveau de réponse, enchaîna aussitôt en allemand avec une interrogation encore plus technique. Il souhaitait savoir comment la sécurité des données était garantie dans les échanges multiplateformes, notamment en ce qui concernait la conformité au RGPD et aux exigences allemandes supplémentaires en matière de cryptage. Claire ne montra aucun signe d'hésitation. Elle répondit directement en allemand, utilisant les bons termes juridiques, les références aux règlements européens et cita même des exemples concrets de certification ISO obtenus par l'entreprise. Elle mentionna des audits réalisés l'année précédente, les résultats d'une analyse de risque et les protocoles de redondance utilisés dans l'architecture serveur. Walter, visiblement impressionné, la remercia dans un ton plus respectueux qu'auparavant. Julien observait tout cela, presque figé. Ce qu'il avait préparé avec tant de rigueur, Claire le déployait avec une aisance inattendue. Et mieux encore, elle improvisait. Lorsqu'un détail n'était pas explicitement écrit dans les documents partagés, elle savait comment le compléter intelligemment sans inventer. Elle recadrait les questions, adaptait les termes, faisait les ponts nécessaires entre les données financières, techniques et humaines. Mais le moment le plus marquant arriva quand Maria González prit la parole en espagnol. Elle s'intéressa à la dimension humaine du projet. Comment Delacour Tech comptait intégrer les nouvelles équipes dans des marchés aussi différents culturellement? Quelles mesures étaient prévues pour garantir une cohérence de management entre les filiales européennes, américaines et latino-américaines? Ce type de questions, habituellement relayées aux ressources humaines ou aux conseillers en interculturalité, aurait pu déstabiliser n'importe quel cadre technique. Mais pas Claire. C'était son territoire. Elle comprenait les nuances culturelles, les chocs de management, les logiques invisibles qui font échouer les meilleurs projets lorsqu'on ne les anticipe pas. Elle répondit avec une précision douce, en espagnol fluide. Elle parla d'un plan de formation interculturelle en cours de développement, de l'importance de respecter les pratiques locales tout en unifiant les objectifs globaux. Elle insista sur la notion de dialogue structurel, une approche qui permettait à chaque équipe de faire entendre sa voix tout en restant alignée avec la vision de l'entreprise. Elle évoqua des ateliers bilingues, des binômes entre cadres locaux et internationaux, des outils de communication interne multilingues, adaptés aux sensibilités régionales. Julien n'en revenait pas. C'était exactement ce qu'il avait tenté d'expliquer à ses directeurs la semaine précédente, sans jamais réussir à le formuler aussi clairement. Claire, sans aucune note, sans préparation apparente, venait de résumer en quelques phrases tout ce qu'il cherchait à instaurer depuis des mois, et avec une telle justesse que même Maria, d'ordinaire exigeante, sembla pleinement satisfaite. La réunion continua, et avec elle, la montée en puissance de Claire. À aucun moment elle ne donna l'impression de vouloir prendre le pouvoir. Elle restait dans son rôle, mais élargissait discrètement son champ d'action. Ce n'était plus seulement une traductrice, ni même une médiatrice. Elle devenait, sans que personne ne le dise, une voix de la stratégie. Les investisseurs la remerciaient à chaque fin de réponse. Julien recevait encore les félicitations, bien sûr, mais il sentait que l'attention s'était déplacée. Et au lieu de ressentir de l'amertume, il éprouvait quelque chose de nouveau pour lui, de l'admiration. Une admiration dénuée de condescendance. Une admiration réelle, presque douloureuse, car elle était le reflet de sa propre incapacité à l'avoir perçue plus tôt. À la fin de cette phase de questions, il y eut un bref silence dans la visioconférence,
comme un moment suspendu où chacun semblait prendre la mesure de ce qui venait de se passer. Puis Richard O'Donnell sourit, se pencha vers la caméra et dit avec un ton à la fois détendu et admiratif, « Mr. Delacour, your company's strategy is impressive. But what impressed me even more today is the way your team thinks, adapts, and speaks the language of the world. That's rare. Hold on to that. » Julien acquiesça lentement. Il ne répondit rien. Il savait que ce compliment ne lui était pas totalement destiné, et il l'acceptait. Pour la première fois de sa carrière, il savait qu'il n'était pas l'homme le plus compétent dans la pièce, et c'était précisément cette prise de conscience qui lui permettrait peut-être de devenir un meilleur leader. Il était 11h14 lorsque Walter Klein, l'un des investisseurs les plus rigoureux et méthodiques de la réunion, demanda à reprendre la parole pour un point hors agenda. Julien Delacour, qui s'attendait à une remarque sur l'un des indicateurs financiers présentés plus tôt, ajusta sa position dans le fauteuil, prêt à répondre. Il ne remarqua pas immédiatement le léger changement de ton dans la voix de Klein. Ce dernier ne posait pas une question. Il formulait une ouverture. Claire, qui avait reposé l'oreillette pour un bref moment de silence, la remit aussitôt en place. Elle comprit instinctivement qu'il ne s'agissait pas d'une simple demande de clarification. Elle se redressa légèrement, prête à traduire avec précision. Walter Klein, en allemand, expliqua que le consortium représenté lors de cette réunion n'avait pas seulement été impressionné par le plan stratégique et la viabilité du projet. Ce qui les avait véritablement marqués, selon ses mots, c'était l'agilité de l'équipe, sa capacité à transformer une crise logistique en démonstration de compétences. Il insista sur la notion d'intelligence d'exécution, de réactivité stratégique et sur l'importance de la dimension humaine dans les projets technologiques. Et, à la surprise de Julien, il ajouta qu'ils envisageaient désormais d'étendre l'investissement à une opération bien plus ambitieuse. Claire traduisit sans la moindre pause. Elle retranscrivit les nuances, les termes techniques et les subtilités diplomatiques du propos de Klein avec la même clarté qu'elle avait montrée depuis le début. Elle ne trahissait aucune émotion, mais Julien, de son côté, sentit le poids de cette annonce. Il releva les yeux vers l'écran, interloqué. Walter poursuivit. Le consortium souhaitait proposer un partenariat stratégique de long terme avec Delacour Tech en vue d'installer une série de hubs technologiques dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique latine, facilitant ainsi la diffusion des solutions d'intelligence artificielle développées par l'entreprise. Cela impliquait non seulement un investissement financier doublé, mais également la création d'une plateforme internationale de formation, de recrutement et d'adaptation interculturelle, avec pour objectif d'unifier les standards opérationnels sur tous les marchés cibles. Julien resta silencieux. Il comprenait l'opportunité. Il voyait les chiffres, les retombées, les bénéfices à long terme. Mais il sentait aussi, pour la première fois depuis le début de la réunion, qu'il n'était plus celui qui tenait la manette. Ce partenariat, bien qu'inspiré par la stratégie de l'entreprise, avait été déclenché par autre chose, par Claire, par sa présence, sa performance, son intelligence sociale. Elle avait donné à ses investisseurs une image de Delacour Tech qu'ils n'avaient jamais su projeter seuls, celle d'une entreprise agile, humaine, prête à penser le monde tel qu'il est, et non tel que les PowerPoint voudraient qu'il soit. Maria González prit la parole à son tour. En espagnol, elle expliqua qu'un tel projet exigerait une direction internationale solide, capable de naviguer entre les langues, les cultures, les mentalités. Elle insista sur le fait que la réussite d'une expansion multinationale ne reposait pas uniquement sur la technologie ou la finance, mais sur la qualité des ponts humains établis entre les marchés. Puis, regardant directement Claire à travers sa caméra, elle dit « Lo que vimos hoy no es solamente una intérprete. Es una mujer que entiende el negocio, la cultura y el lenguaje de 3 continentes. Si ustedes quieren ir lejos, necesitan a alguien como ella dentro del equipo de liderazgo. » Claire ne bougea pas. Elle traduisit mot à mot, sans baisser les yeux, ce que Maria venait de dire. Mais Julien sentit une tension subtile dans sa voix. Ce n'était pas de la peur. C'était une retenue. Comme si elle pressentait que ce qu'elle disait à voix haute allait changer le cours de sa propre vie. Julien ne répondit pas tout de suite. Il s'était appuyé contre le dossier de son fauteuil, les mains jointes, le regard posé sur l'écran. L'idée tournait dans sa tête, mais il ne savait pas encore comment l'exprimer. Ce n'était pas une décision technique, ni même stratégique. C'était une décision humaine,
Accepter que Claire prenne un rôle dans la direction de l'entreprise revenait à reconnaître que pendant des années, il était passé à côté de l'essentiel. Richard O'Donnell, pragmatique comme toujours, conclut la série d'interventions en disant « Let's make this clear. We are ready to increase our investment significantly, but only if we're sure that the international side of this operation is handled with the same clarity and coherence we saw today. That means your translator, your international liaison, must be part of this project, not outside, inside. » Julien inspira profondément. Il se tourna enfin vers Claire, qui n'avait toujours pas changé d'expression. Elle attendait. Non pas qu'il l'autorise, mais qu'il comprenne ce qui se jouait. Il se pencha légèrement vers le micro, puis dit « Mesdames et messieurs, je vous remercie pour cette confiance renouvelée. Vos propositions seront étudiées avec le sérieux et la rigueur qu'elles méritent. Mais je peux déjà vous dire une chose. La personne qui a rendu cette réunion possible ne retournera pas dans l'ombre. Elle aura, à partir d'aujourd'hui, un rôle dans la structure internationale de Delacour Tech. » Claire ne répondit pas. Mais dans son regard, quelque chose venait de s'allumer. Julien le vit, et pour la première fois, ce n'était plus lui qui avait tous les projecteurs braqués sur lui, et cela ne lui posait plus de problème. La réunion se termina sur une note solennelle. Les investisseurs, chacun dans leur langue, exprimèrent leur enthousiasme et leur volonté de formaliser les prochaines étapes. Julien remercia, Claire traduisit. Aucun d'eux ne sourit excessivement. Il n'y avait pas de triomphe démonstratif. Il y avait une lucidité partagée. Une fois la dernière caméra déconnectée, Julien se leva lentement. Il resta un moment debout, observant Claire, qui enlevait doucement son oreillette. Il n'avait plus de masque, plus de posture de dirigeant. Il n'y avait que lui face à la femme qui venait, en silence, de faire basculer l'avenir de son entreprise. « Claire, dit-il enfin, j'aimerais qu'on parle, pas en tant que patron à employé, mais d'égal à égal, parce qu'il me reste beaucoup à apprendre. Et je crois que vous êtes la seule aujourd'hui, capable de m'enseigner certaines choses que je croyais déjà savoir. » Claire, sans surprise, hocha simplement la tête. Elle était prête, pas pour prendre un poste, mais pour entrer enfin dans l'histoire qu'elle aurait toujours dû écrire. Après la réunion, dans le silence feutré du bureau, Julian et Claire restèrent seuls face à face. Les rideaux étaient tirés, la lumière tamisée. Le monde extérieur semblait suspendu. Julien s'assit lentement, croisant les mains sur ses genoux, et chercha quelque chose dans les yeux de Claire qu'il n'avait jamais cherché auparavant. Elle posait devant lui une présence stable, ni suppliante, ni dominatrice, mais puissante par sa simplicité. Il prit une courte inspiration, comme pour reprendre possession de sa voix. « Claire, je veux comprendre. Je veux connaître cette histoire que vous ne m'avez jamais racontée. » Elle le regarda avec douceur, sans se dérober. Elle s'assit aussi en face de lui, sans rigueur formelle, simplement présente. Dans l'ombre du bureau, la gravité du moment pesait. Elle déglutit, puis commença à parler. Elle raconta son enfance dans un village modeste du sud-ouest de la France. Comment ses parents, de modestes artisans, avaient encouragé ses études malgré les difficultés financières. Comment, dès le lycée, elle avait montré une facilité pour les langues étrangères, une oreille musicale pour les sons, une curiosité insatiable pour les cultures lointaines. Elle avait obtenu une bourse pour entrer à l'université de langues étrangères, puis avait enseigné dans divers centres de formation. Elle insistait sur le fait qu'enseigner avait été pour elle une passion sincère, transmettre, connecter les âmes à travers les mots, rendre audible l'incompréhensible. Mais la vie, comme souvent, avait exigé des sacrifices. Sa mère tomba gravement malade. Elle abandonna ses ambitions pour rester à ses côtés. Elle fit des petits travaux, enseigna à mi-temps, tout en soignant, en veillant, en soutenant. Quand sa mère succomba, elle se retrouva sans repère, sans stabilité. Elle décida alors de quitter la ville universitaire pour venir à Paris, trouver un travail garanti, un cadre régulier. C'est ainsi qu'elle avait postulé pour devenir femme de ménage chez Julien Delacour. Elle ne demanda jamais à reprendre l'enseignement, pensant que ce passé était une marque de faiblesse, quelque chose qu'elle devait garder pour elle. Julien écoutait, ébranlé. Il réalisait qu'il n'avait jamais posé ces questions simples. « Qu'as-tu fait? D'où viens-tu? Qu'as-tu voulu être ?» Il avait cru la connaître. Il n'en connaissait que les gestes, pas les rêves. Claire poursuivit. Dans ses années d'enseignement, elle avait partagé des projets, participé à des colloques sur la traduction automatique,
rédiger des articles sur la médiation linguistique dans les relations internationales. Mais ses travaux restaient dans l'ombre, jamais valorisés dans les cercles académiques, ni dans les revues prestigieuses. Elle avait cessé d'essayer de percer. Elle avait accepté l'idée qu'un talent sans réseau demeurait silencieux. Lorsque Julien proposa, les yeux brillants, de l'invite à témoigner au prochain congrès technologique de son entreprise, elle refusa doucement. Elle ne désirait pas la reconnaissance formelle, pas pour elle-même. Elle voulait juste une chance d'être utile, d'être entendue. Julien s'excusa avec une sincérité qu'il ne lui connaissait pas. « J'ai été arrogant et aveugle. J'ai cru que les talents se montrent toujours, qu'ils demandent qu'on les remarque. Je n'ai jamais cru que la plus précieuse puisse rester invisible. » Elle répondit calmement. « Vous ne m'avez jamais demandé. C'est différent. Quand on ne te demande jamais, tu apprends à te taire. C'est votre responsabilité autant que la mienne. » Ils restèrent un moment dans ce silence dense où les mots trop tardifs flottaient entre eux. Julien sentit la culpabilité et la reconnaissance s'entrelacer en lui. Il lui offrit une main, qu'elle prit doucement. « Ce que vous avez fait ce matin aura un impact durable dans cette entreprise et dans ma vision de ce que signifie diriger. Mais je veux que vous sachiez ceci. Vous ne changerez pas, Claire. Je ne veux pas que vous perdisiez votre humilité, votre manière unique d'écouter, de comprendre. Je veux que vous restiez fidèle à vous-même, juste transposé dans un autre rôle. » Elle hocha la tête, émue, sans mots superflus. Julien se leva enfin, marcha jusqu'à un meuble, prit une photo ancienne en noir et blanc, la posa devant elle. Sur cette photo, on la voyait plus jeune, souriante, entourée de collègues dans un contexte académique, debout derrière un pupitre. Elle la regarda un instant, ses yeux s'humidifiant à peine. « Je ne l'ai jamais montré à personne ici, » dit-elle. « Peut-être que maintenant je peux. » Julien la regarda, la photo à la main, puis sans mot de plus, il la replaça sur l'étagère. Il savait que ce moment marquait une transition profonde, non seulement dans leur rapport, mais dans la manière même dont il concevrait désormais les hommes et les femmes autour de lui. Il venait d'admettre que ce qu'il croyait diriger pouvait parfois être dirigé par ceux qui, sans le savoir, étaient près depuis longtemps. Ils quittèrent le bureau l'un après l'autre, marchant côte à côte. Julien referma la porte derrière eux sans bruit, comme si le monde avait changé dans cet instant de vérité. Les jours qui suivirent la réunion décisive furent marqués par un tourbillon de mouvements internes chez Delacour Tech. Les accords furent entérinés, les documents juridiques envoyés aux différents sièges des investisseurs, les premières étapes du partenariat stratégique enclenchées. Les employés, encore peu au courant des détails, sentaient que quelque chose d'important s'était produit. Une énergie nouvelle flottait dans l'air. Mais ce que peu savaient, c'est que la cause de ce bouleversement n'était pas venue d'un consultant renommé ou d'un rachat d'entreprise, mais d'une employée jusque-là invisible aux yeux de tous. Claire Moreau, jusqu'alors responsable de l'entretien des bureaux, se préparait à faire un pas qu'aucune femme de sa position n'avait jamais franchi dans l'histoire de la société. Julien Delacour, transformé par ce qu'il avait vécu, avait pris une décision sans attendre l'avis de son comité exécutif. Il avait convoqué Claire dans son bureau un matin, sans formalité. Il s'était assis, face à face, comme il l'avait fait quelques jours plus tôt, mais cette fois l'atmosphère avait changé. Julien avait en main un document préparé par les ressources humaines, une proposition de contrat, claire, nette, sans ambiguïté. Un poste de directrice des relations internationales, avec pleine autorité sur les équipes linguistiques, les partenaires étrangers et les aspects interculturels des projets d'expansion. Claire lut chaque paragraphe avec calme, sans empressement, sans émotion apparente. Lorsqu'elle referma le dossier, Julien la regarda droit dans les yeux. « Ce n'est pas une faveur, Claire. Ce n'est pas une récompense. C'est une reconnaissance et je ne suis pas le seul à le vouloir. Les investisseurs eux-mêmes ont demandé que vous fassiez partie intégrante de la direction du projet. » Claire resta silencieuse. Elle ne semblait ni surprise ni flattée. Elle répondit simplement d'un ton posé « Je l'accepte, mais à une condition. » Julien s'attendait à une clause contractuelle, une demande de rémunération ou de télétravail. Mais ce qu'elle ajouta le prit de court. « Je veux continuer à vivre dans mon quartier. Je veux garder mon appartement actuel, garder ma vie simple, et je veux consacrer une partie de mon temps à des projets linguistiques dans les écoles publiques de mon arrondissement. Je ne veux pas qu'on m'arrache à ce que je suis pour me transformer en autre chose. » Julien ne répondit pas tout de suite.
Il comprenait que cette demande n'était pas un caprice, c'était la condition de son équilibre. Elle savait ce que le pouvoir pouvait faire. Elle avait vu trop de gens se transformer au contact du prestige. Elle n'était pas de ceux qui veulent s'élever pour dominer. Elle voulait juste occuper l'espace qu'on lui avait refusé trop longtemps, sans renier ce qu'elle avait été. Il signa le contrat sans changer une virgule. L'annonce officielle fut faite en comité restreint, sans communiqué de presse, sans déclaration publique. Julien présenta Claire à ses directeurs comme une spécialiste des relations multiculturelles, ancienne enseignante ayant rejoint l'entreprise par un chemin inhabituel. Il ne mentionna pas son poste précédent. Il ne le nia pas non plus. Il laissa à chacun le soin de découvrir qui elle était vraiment. Les premiers mois furent marqués par une série de réorganisations. Claire mit en place des procédures de communication interne multilingues, développa un réseau de correspondants dans chaque pays partenaire et organisa des sessions de sensibilisation culturelle pour les cadres de Delacour Tech. Son style ne changea pas. Elle restait directe, concise, sans détour. Elle ne jouait pas à la dirigeante, elle faisait le travail. Son autorité se construisait dans l'action, pas dans les titres. Beaucoup furent déstabilisés au début. Certains doutèrent de sa légitimité, se murmurant que Julien avait sans doute perdu la tête. Mais ces murmures s'éteignirent au fil des semaines. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. Les partenaires étrangers se déclaraient plus confiants. Les négociations avançaient plus rapidement. Et les projets, autrefois freinés par des incompréhensions culturelles, progressaient avec fluidité. Julien observait ce changement avec une forme de fierté silencieuse. Mais ce n'était pas lui qui avait bâti ce succès. Il avait juste su au bon moment ne pas faire obstacle. Un jour, alors qu'ils sortèrent d'une réunion avec des délégués allemands, Claire s'arrêta dans le couloir et lui dit « Vous savez pourquoi ça fonctionne maintenant ?» Julien, intrigué, secoua la tête. « Parce que vous avez accepté que la compétence ne vienne pas toujours d'en haut et que le respect ne s'impose pas. Il se gagne. Vous avez cessé de croire que tout devait passer par vous. » Julien sourit. Ce n'était pas une critique, c'était un constat. Et c'était vrai. En parallèle de ses nouvelles fonctions, Claire resta fidèle à son engagement personnel. Chaque mercredi après-midi, elle se rendait dans une école de son quartier pour animer un atelier linguistique avec des enfants issus de milieux modestes. Elle leur parlait d'allemand, d'espagnol, d'anglais, mais surtout de ce que les langues peuvent ouvrir comme porte. Elle ne leur promettait pas de devenir PDG, mais elle leur montrait que parler plusieurs langues, c'était exister dans plusieurs mondes à la fois. Elle refusait les interviews, les photos, les réseaux professionnels. Elle répondait poliment, mais fermement à ceux qui voulaient en faire d'elle un symbole. Elle ne voulait pas être l'exception qui confirme la règle. Elle voulait juste faire son travail. Et prouver, chaque jour, que la place d'une personne ne dépend pas de son passé, mais de ce qu'elle est capable de faire quand enfin on l'écoute. Dans les couloirs de Delacour Tech, on apprenait à la connaître, pas seulement comme une dirigeante, mais comme une présence constante, exigeante mais juste. Une femme qui avait su transformer le silence en force et la discrétion en autorité. Personne ne l'appelait plus la dame du ménage. On disait simplement Claire. Et ce prénom suffisait à imposer le respect. 6 mois s'étaient écoulés depuis la réunion décisive. En à peine un semestre, l'univers de Delacour Tech avait été profondément transformé, non pas par un rachat spectaculaire ou par un bouleversement technologique, mais par l'arrivée silencieuse et constante d'une voix différente dans les sphères de décision. Claire Moreau, devenue directrice des relations internationales, avait redéfini la manière dont l'entreprise parlait, écoutait et agissait dans le monde. Elle n'avait pas imposé un nouveau modèle de gouvernance, mais avait su infléchir l'ancien, le rendre plus perméable à l'humain, à l'intuition, à la complexité réelle des interactions culturelles. Sous sa coordination, les échanges avec les partenaires espagnols s'étaient intensifiés. Les antennes de Delacour Tech à Berlin et à Madrid travaillaient désormais en étroite collaboration, tandis qu'un programme pilote avait été lancé au Brésil pour explorer de nouveaux marchés. Le projet de plateforme multinationale proposé lors de la fameuse réunion avait été validé, financé, amorcé. Mais plus que les chiffres ou les implantations, ce qui marquait les esprits, c'était l'ambiance nouvelle qui régnait dans les étages de l'entreprise. On parlait plus calmement, on écoutait avec plus de soin. Les équipes ne se contentaient à plus de répéter des procédures, elles les questionnaient, les amélioraient. Une culture de la nuance s'était installée, et Claire en était discrètement le centre.
Julien Delacour, lui, avait également changé. Ses collègues et ses partenaires avaient remarqué son ton plus posé, ses silences plus fréquents, ses regards plus longs lorsqu'un employé prenait la parole. Ce n'était pas qu'il était devenu un autre homme. Il restait exigeant, compétitif, orienté résultat. Mais il avait intégré une donnée nouvelle. La compétence ne se mesure pas uniquement à la vitesse de réaction ou à la clarté d'un graphique. Elle se trouve aussi dans l'écoute, dans les silences, dans les gestes qu'on croyait sans importance. Un jour, lors d'une grande réunion annuelle de l'entreprise, où tous les cadres et responsables internationaux étaient réunis à Paris, Julien monta sur scène pour prononcer son discours traditionnel. La salle était pleine, les visages attentifs. Il remercia l'équipe, cita les résultats du trimestre, évoqua les perspectives de croissance. Puis à la fin, au lieu de conclure par ses habituels remerciements formels, il s'interrompit. Qu'il y a 6 mois, j'ai commis une erreur que beaucoup de dirigeants font sans le savoir. J'ai cru que le talent devait se montrer pour exister. J'ai cru qu'un parcours devait être visible pour être valable. Et j'ai failli passer à côté de l'une des personnes les plus brillantes que j'ai croisées dans toute ma carrière. Il se tourna vers la droite de la scène, où Claire, assise en retrait, écoutait avec son calme habituel. Il leva le bras, sans emphase, et ajouta « Claire Moreau ne m'a pas seulement aidé à sauver une réunion, elle m'a aidé à revoir ce que signifie vraiment diriger, et je pense que nous avons tous, ici, quelque chose à apprendre d'elle. » La salle, d'abord silencieuse, éclata en applaudissements. Des sincères, profonds, longs. Claire, fidèle à elle-même, ne se leva pas, ne fit pas de geste. Elle sourit brièvement, puis baissa les yeux, comme si elle ne voulait pas absorber cette lumière-là. Mais elle savait que ce moment comptait, non pour elle seule, mais pour tous ceux et celles qui, dans l'ombre, attendaient qu'on les voie autrement. Dans les semaines qui suivirent, plusieurs employés vinrent la voir discrètement. Des jeunes diplômés, des anciens, des personnes d'origine modeste, des femmes souvent reléguées à des rôles secondaires. Elles lui racontaient leur parcours, leurs ambitions, leurs doutes. Elle ne promettait rien. Elle écoutait, conseillait parfois, orientait vers les bonnes personnes. Elle n'était pas devenue mentor officiel, mais elle inspirait. Par sa simple manière d'être, elle montrait qu'un autre parcours était possible. Pas celui qui monte en ligne droite, mais celui qui prend des détours, qui apprend en silence, et qui finit par s'imposer quand l'occasion, enfin, se présente. Elle continuait ses ateliers linguistiques dans son quartier, refusant les propositions de déménagement que Julien lui fit pourtant plusieurs fois. Elle restait fidèle à ses trajets en métro, à ses habitudes simples. Elle avait compris qu'on ne transforme pas le monde en quittant le sien. Elle voulait rester une passerelle, pas une exception isolée. Un matin, alors qu'elle entrait dans l'ascenseur du siège, elle croisa une jeune stagiaire qui la reconnut aussitôt. La jeune femme, visiblement intimidée, bafouilla un bonjour puis ajouta « Vous êtes Claire Moreau, celle de la Réunion ?» Claire sourit doucement. « Oui, c'est moi. Je voulais juste dire merci. Vous me donnez envie de ne pas abandonner. » Claire posa une main sur l'épaule de la jeune femme, puis répondit calmement « N'abandonnez pas. Parfois, il faut juste attendre que les autres ouvrent les yeux. En attendant, apprenez. Et soyez prête. » Julien, qui observait la scène depuis le fond du couloir, sourit. Il savait désormais que Claire n'était pas seulement un talent sauvé par hasard. Elle était une force tranquille, un rappel permanent que le respect, le vrai, ne se demande pas. Il se mérite, il se donne. Et parfois, il revient là où on ne l'attendait plus.